Bonjour tout le monde et merci d'être là pour la présentation de notre jeu Underrated Resistance Spacecraft. Nous sommes les Blackhammer Pangolins et nous avons choisi de réaliser un jeu d'infiltration dans lequel le joueur s'immisce dans des vaisseaux spatiaux pour effectuer une mission commanditée par la Résistance. Avant toute chose, je vais laisser l'équipe se présenter. Je m'appelle Samuel Prou et j'ai travaillé sur la génération procédurale de la disposition des pièces ainsi que sur l'intercommunication de tous les systèmes développés par l'équipe. Je m'appelle Victor, j'ai travaillé sur la génération procédurale de la décoration des salles, ainsi que sur la génération des missions et sur l'intégration de Wise au projet. Je m'appelle Tristan Carbonneau et j'ai travaillé sur le gameplay et les interfaces utilisateurs. Bonjour, je m'appelle Clément Florent. J'ai travaillé sur beaucoup d'aspects liés à l'intelligence artificielle pendant le projet. J'ai travaillé sur le planeur, les smart objects, les alarmes et les différentes actions réalisées par les NPC. Je me suis également chargé avec Marc de réaliser la cinématique. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Lecanu, j'ai travaillé sur le planeur et la carte d'influence. Bonjour, je m'appelle Corinne Philippon, j'ai été la compositrice de ce projet de jeu vidéo et je suis diplômée de l'école de musique de l'Université de Sherbrooke. Et moi-même, Maxime Visuge, qui ai travaillé sur les senseurs et sur un système de voice chat. Bien, nous allons maintenant vous montrer in-game ce sur quoi nous avons travaillé et ce à tour de rôle. Underrated Resistance Spacecraft est un jeu d'infiltration avec une dimension cyberpunk axée sur la modification du corps et des capacités du joueur. L'écran de connexion permet aux joueurs de se connecter au serveur et d'apparaître dans le lobby. Ce lobby permet de réunir les joueurs avant de commencer une mission. Tous les joueurs présents dans le lobby seront téléportés ensemble lorsqu'une mission sera sélectionnée. Une fois dans le lobby, une liste de 3 missions est disponible, pouvant être régénérées autant de fois que l'on le souhaite, pour choisir celle que l'on voudra effectuer dans le niveau. Les missions ont un objectif principal, comme neutraliser une cible ou même voler un objet, et elles peuvent aussi avoir des objectifs secondaires, réaliser la mission sans se faire voir, ou en un certain temps, et ces objectifs secondaires sont parfois liés à la mission principale, par exemple neutraliser la cible sans la tuer. Pour avoir plus de variété dans les missions, elles sont générées aléatoirement avec ces différents objectifs. La disposition des couloirs et des pièces est générée procéduralement. Cela apporte de la rejouabilité à chaque mission puisqu'il est impossible pour un joueur de suivre le même chemin pour réussir une mission qui a les mêmes objectifs. La génération procédurale est une bonne opportunité pour implémenter des algorithmes spécialisés pour les contraintes du niveau, d'autant plus que nous n'avions pas d'artistes pour créer ces niveaux. Par exemple, pour imiter l'intérieur d'un vaisseau spatial, il est nécessaire d'éviter des couloirs trop larges et des pertes d'espace entre les pièces. La décoration des niveaux est elle aussi générée de manière complètement procédurale. Chaque objet pouvant apparaître dans une salle dispose de diverses informations, ses chances d'apparition, ou encore une information sur la manière dont il doit être placé, contre un mur par exemple. Chaque salle dispose d'un type, ce qui permet d'avoir des salles différentes comme des salles des caméras, des bureaux ou des salles de réunion par exemple. La génération procédurale permet d'ajouter de la variété entre les salles de même type. La différence est d'autant plus visible entre les missions car une nouvelle carte est générée à chaque fois que l'on décide d'en lancer une nouvelle. Pour remplir notre mission, il est important de bien se préparer. Pour cela, on dispose d'un inventaire. Celui-ci nous permet de sélectionner notre équipement. Chaque élément correspond à une capacité liée à une partie du corps. On peut voir la description de chaque membre pour plus de détails sur les capacités, et une fois l'équipement complètement sélectionné, on peut l'appliquer sur notre personnage et le visualiser. Pour montrer les différentes capacités, nous sélectionnons les changements d'équipement directement pendant la mission, mais dans le principe, on choisirait notre équipement avant la mission. En termes de capacité tactique, on dispose d'une vision à travers les murs, très pratique pour localiser nos ennemis. D'une autre manière, le radar permet également de surveiller les alentours. On peut également devenir invisible pour échapper à la vigilance des IA. On peut avancer rapidement grâce au dash. Et on peut surprendre nos adversaires grâce à un téléporteur.
En termes de capacité offensive, on dispose d'une grenade électrique qui permet d'étourdir plusieurs ennemis pendant une longue durée. D'une grenade explosive permettant d'infliger de gros dégâts. D'un taser qui inflige des dégâts et étourdit les ennemis à courte portée, et d'un tranquillisant qui inflige moins de dégâts mais étourdit plus longtemps avec une meilleure portée. Dans le niveau se trouve une salle des caméras avec un écran qui permet de voir ce qu'il se passe dans le niveau. En multijoueur, cela peut être très avantageux de la trouver pour qu'un joueur guide l'autre afin d'éviter les gares ou pour localiser l'objectif. D'ailleurs, pour faciliter la collaboration, on a essayé d'implémenter un voice chat que l'on aurait pu couper à certains moments, comme pour simuler les brouilleurs par exemple. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et concrètement, ce que ce système permet actuellement, c'est de capturer le son du micro, mais pas de le retransmettre à l'autre joueur. On l'a tout de même utilisé pour que les IA détectent les joueurs bruyants. On peut voir en bas à droite une jauge qui monte et qui descend en fonction de si je parle fort ou pas. Et quand je parle trop fort, l'IA me détecte, comme l'indique l'œil qui vire au orange. Les IA peuvent aussi nous voir grâce à plusieurs cônes plus ou moins larges. Si le joueur est dans un cône large, alors l'IA mettra plus de temps à me détecter, alors que si je suis juste devant elle, elle me détectera immédiatement. On a également essayé quelque chose qui est présent dans la plupart des jeux d'infiltration, mais qui fait frissonner les développeurs. Je parle bien entendu des portes, et on a commencé à travailler dessus il y a environ 2 semaines. Bon, on s'était limité à des portes automatiques qui n'impactaient pas la navigation, mais même avec ça, on avait tout de même des problèmes de visibilité vis-à-vis du joueur, donc on a préféré abandonner l'idée. Voilà pour les senseurs. Je laisse la parole à Clément qui va vous expliquer comment il utilise les informations obtenues par les senseurs pour la prise de décision. Nos intelligences artificielles ont en effet besoin de traiter les informations qui sont relayées par les senseurs et de réagir en fonction de ces informations. Les senseurs vont modifier les états des IA sur 3 niveaux différents: patrouille, recherche et combat. Dans le cas du combat, on voulait que les ennemis utilisent de façon pertinente leurs capacités spéciales. Pour ça, on a choisi d'utiliser un algorithme de planification bien connu, le planeur. L'état actuel du monde est modélisé suivant un ensemble de variables qui sont par exemple est-ce que l'IA voit le joueur 1 ou encore le niveau d'alerte de chaque IA. On modélise ensuite l'état qu'on souhaite atteindre de la même manière, ainsi que les actions des NPC et ce que les actions vont changer dans ces états. Le planeur, lui, à partir donc de ces actions, va calculer une succession d'actions qui vont servir à atteindre l'objectif voulu. Nous avons également implémenté un système de Smart Objects qui permettent d'ajouter des actions possibles aux NPC quand ils seront proches d'un certain objet. Pour donner un exemple, si une IA a une alarme proche d'elle, elle pourra la déclencher si le planeur a décidé que cette action était pertinente pour atteindre son objectif. Concernant les autres états qui ne sont pas le combat, c'est-à-dire donc la recherche et la patrouille, les NPC cherchent à rejoindre des points d'intérêt déterminés par l'Influence Map. Je vais maintenant donc laisser la parole à Marc, qui va vous expliquer les détails de son Influence Map. Afin de gérer les déplacements de l'IA, on utilise une carte d'influence. Il s'agit d'une représentation du monde où on lui donne une valeur d'intérêt à chaque case de notre grille. L'intérêt de chaque case est calculé en fonction des cases voisines et se propage dans toute la carte. Notre IA se déplace toujours vers le point le plus chaud de son entourage, soit la case ayant l'influence la plus élevée. C'est ainsi qu'on gère par exemple la patrouille des gardes. De plus, une structure de couche permet à chaque IA d'avoir sa propre carte d'influence. Cela permet d'avoir pour chaque IA un ensemble de points de patrouille ou encore de la chaleur liée à la présence du joueur. En réalité, en exploitant les différents paramètres de propagation de la chaleur, il est possible d'avoir par exemple un objet suspect qui dégage une forte chaleur dans un très petit périmètre, tout en ayant un point de patrouille qui dégage de la chaleur sur toute la carte.
Lorsque tous les objectifs non optionnels sont terminés, qu'ils soient réussis ou échoués, la partie se termine. Selon si tout s'est bien passé ou non, un écran de victoire ou de défaite sera affiché, et la musique correspondante sera jouée. Puis le joueur sera téléporté dans le lobby pour choisir une nouvelle mission dans un nouveau niveau. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On espère que cela vous a plu et que vous recrutez en ce moment. Avant de passer aux questions, on vous laisse avec une petite cinématique.